Faut pas trop que je me le dise que ça fait 10 ans. C'est surtout ça. Pour éviter de me désespérer de retrouver un jour Mathis. C'est une affaire comme on n'en trouve sûrement pas d'autres. On n'a pas de dossier où l'on sait qui est l'auteur de la disparition et qui est responsable dès le début. C'est la disparition d'un enfant, c'est la douleur d'une mère et c'est l'obstination d'un père. On a le point d'interrogation qui reste toujours qu'a-t-il fait de l'enfant? Je peux dire maintenant que j'ai tourné la page avec Monsieur Joanneau. À partir d'une histoire d'amour, comment peut-on arriver à un tel désastre? Je ne consacrerai ma vie que pour retrouver mon petit garçon. Depuis 10 ans, Mathis Joanneau reste introuvable. L'enfant de 8 ans enlevé par son père, Sylvain Joanneau, à Caen en septembre 2011, n'a jamais été revu. Condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour enlèvement et séquestration, l'homme a toujours gardé le silence sur le sort de son fils. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement un jeune adulte de 18 ans que l'on recherche, mais aussi un corps. Au nom du fils, retour sur 10 ans de mystère. Un petit matin d'été, en Gironde, une équipe investit ce bois. Sandrine Marot est médium et elle a une conviction. Je compte trouver une des preuves du corps de Mathis, voilà, en creusant. Vous y croyez? Oui. Elle dit être dirigée par ses guides pour fouiller à cet endroit précis, avec une certitude déconcertante. De ce qu'il en ressortit de mes écrits et de mes recherches, voilà, c'est cet endroit que l'on m'a indiqué. Le temps d'avertir les esprits qu'ils seront dérangés quelques instants. Les fouilles peuvent commencer. Mathis est-il ici? C'est ce que je reçois comme message un peu plus à gauche. Elle en est persuadée. Mais après 2h30 de recherche, échec. Les guides disaient que on voulait que ce soit moi, parce que c'est à moi que les messages sont adressés. On voulait que ce soit moi qui trouve le corps et non pas la police, pour justement rendre mon travail légitime et avoir une crédibilité. Aujourd'hui, Mais oui, mais bon, c'est pas évident, voilà, c'est pas facile. Est-ce que vous connaissez une seule affaire judiciaire de disparition réglée par des médiums? Ah, vous avez une réponse. Il y en a qui disent que Mathis est quelque part en France ou dans le monde ou n'importe. Et puis il y en a d'autres qui disent que Mathis est décédé. Enfin bon, qui dit vrai, qui dit faux, on ne sait jamais vraiment. Hein. Donc non, je suis pas vraiment croyante à ça. Pourtant, officiellement, les enquêteurs recherchent également le corps de Mathis, sans certitude qu'il soit mort. Ils ont sondé ce jardin, chez les grands-parents paternels de l'enfant, là où père et fils ont été vus pour la dernière fois tous les deux, le 2 septembre 2011, sans rien trouver. Pour Sylvain Joanneau, la piste de l'homicide est à bannir. Je constate que les personnes qui me connaissent et qui savent le lien que j'ai avec Mathis n'ont pas ces inquiétudes. Alors où est-il? L'enquête débute le 4 septembre 2011, lorsque Sylvain Joanneau, qui a la garde de son fils un week-end, ne le ramène pas chez son ex-épouse, comme prévu, le dimanche soir, à 18h. C'est quelque chose qui était anormal. Il était toujours très ponctuel. Et pour moi, une demi-heure de retard, c'était pas possible.
sans qu'il se soit passé quelque chose avec Mathis. On va directement au commissariat. J'étais tellement persuadée, mais vraiment persuadée qu'il était arrivé quelque chose. Alors quoi? Je ne savais pas encore, hein, mais... Et la personne qui nous a reçus a vu quand même qu'il y avait une panique quelque part. Le parquet de Caen décide alors de géolocaliser le téléphone portable de Sylvain Joinot. Le dimanche soir, il borne dans les environs de Bayonne. Et on voit qu'à un moment, ce portable remonte une autoroute, je crois la 10 de mémoire, vers la Normandie. Et donc on va les policiers mettent en place un barrage pour intercepter le portable et le détenteur du portable. Il a été malin en postant son téléphone portable, en renvoyant le téléphone portable chez ses parents. Il est malin. Il fait perdre du temps. Il fait perdre un temps crucial aux enquêteurs en faisant ça. Parce que les premières heures d'une disparition, ce sont celles qui sont quand même les plus utiles pour retrouver quelqu'un. Où est Mathis, le portable est chez les parents, ben voilà, on l'a perdu. Une lettre destinée à ses parents accompagne le téléphone portable. Un courrier dans lequel Sylvain Joinot certifie que lui et Mathis sont en sécurité parce qu'ils ont des complices sûrs et puissants. 5 jours après sa fuite, son camping-car est retrouvé ici, à Villers-Bocage, dans le Calvados, non loin d'un chantier sur lequel le maçon de 37 ans a travaillé. Le lendemain, sa voiture est localisée à l'A11 dans les Pyrénées-Atlantiques. À l'intérieur, des preuves d'achat de livres sur l'islam expliqués aux enfants. Les jours passent, l'inquiétude grandit, les médias s'emparent de l'affaire. Dans l'actualité, une disparition inquiétante, celle d'un père et de son fils de 8 ans à Caen en Normandie. Un père qui aurait dû ramener le garçon à sa mère, dont il est divorcé. Les enquêteurs craignent un enlèvement et peut-être pire, un appel à témoins vient d'être lancé. Selon la procureure de la République de Caen, le père divorcé aurait minutieusement préparé l'enlèvement de son enfant. Un mandat d'arrêt européen est lancé à son encontre. Il est finalement arrêté le 9 décembre 2011 à Villeneuve-les-Avignon, dans le Gard. Il est seul. Il ne veut pas dire où se trouve son enfant, mais assure qu'il est en vie. Les enquêteurs n'excluent aucune hypothèse. Il dit qu'il a confié Mathis à des tiers de confiance et il fait référence à des frères musulmans. M. Joinot n'est pas converti intégriste, il s'était converti à l'islam à raison d'une relation amoureuse avec une jeune femme marocaine qui vivait au Maroc, mais ça n'a jamais été un intégriste. Face à tant de révélations, pour la première fois, la mère de Mathis apparaît devant les caméras, en détresse. Elle qui vient d'apprendre que son fils la croit morte après un mensonge de Sylvain Joinot. Le plus dur maintenant, c'est qu'on a retrouvé son papa, mais qu'on sait toujours pas où est Mathis. Et donc, avec qui? C'est tout ce que j'ai à dire. Je pense qu'il est en danger et je sais pas où. Nous sommes inquiets sur le sort de cet enfant, ne sachant pas du tout dans quelles circonstances, dans quelles conditions il peut se trouver hébergé ou retenu chez des gens. Il a toujours dit qu'il ne donnerait pas le nom des personnes à qui il a confié Mathis parce que ces gens lui avaient fait confiance et ça les conduirait à la casse-prison. On sait qu'il a erré à droite à gauche, avec des creux dans l'emploi du temps, mais on ne sait pas du tout ce qu'il a fait de Mathis. On ne l'a jamais vu. Depuis le jour où il a pris Mathis, on ne l'a jamais vu avec son père, jamais. Sylvain Joinot est écroué à la maison d'arrêt de Caen. Mais l'enquête continue pour retrouver Mathis. Toutes les pistes sont envisagées. Mathis est recherché en France comme à l'étranger. On s'est intéressé à des communautés éventuellement qui auraient pu le prendre en charge. On s'est interrogé vis-à-vis d'associations qui auraient pu venir là aussi au soutien d'un père qui revendiquait ses droits. Donc on a essayé là aussi d'avoir des contacts très diversifiés dans toutes les voies possibles. Mais rien. Aucune trace de l'enfant. Sylvain Joinot ne livre aucun indice, ni à la juge d'instruction, ni à ses parents. C'était mon seul objectif quand j'allais voir à la prison. Lui rendre visite, d'accord, mais on parlait même pas de la prison. Moi, c'était toujours Mathis. J'ai bluffé, j'ai dit voilà, je sais où il est, je me suis persuadée que... j'ai utilisé des termes forts en disant on peut pas faire notre deuil tant qu'on sait pas. Rien.
Et le mutisme, ça c'est terrible. Dès lorsqu'on ferme. abordait Matisse, Baisse c'est, les comment yeux. dire, je disais, il se bloque, il est figé et il ne répond pas. Nathalie Barré décide alors de mener sa propre enquête. On est descendu 3 fois dans le sud. On a mis des affichages partout. On a ratissé du côté de Valras, tout ça par là. Le nord de l'Espagne, on a passé la frontière. On se dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, on va essayer. Et si on n'essaye pas, on ne saura pas. Donc, on le fait. Elle met la pression pour avoir plus de moyens sur cette enquête hors norme. La mère de Matisse continue à se battre et a prévu d'interpeller le président Sarkozy à Caen. Elle devrait être reçue par un conseiller de l'Élysée. En provoquant ces entrevues, elle obtient gain de cause et des enquêteurs dédiés à cette affaire. Mais elle veut aller encore plus loin et multiplie les initiatives. Nathalie Barré a décidé de lancer un appel aux personnes qui pourraient cacher son fils. Elle joue le tout pour le tout. Sans nouvelles de son fils Matisse depuis plus d'1 an, Nathalie Barré lance un nouvel SOS. Une récompense est promise contre toute information permettant de retrouver ce petit garçon de 9 ans. J'aimerais tellement le retrouver demain ou maintenant. C'est ce qu'on vit au quotidien, c'est intenable. Je n'ai jamais vu ce type d'appel à récompense, mais je n'ai jamais rencontré non plus dans ma carrière une affaire du type de celle de M. Joanneau, où un père refusait aussi longtemps de donner des indications sur l'endroit où se trouvait son fils. Il faut avoir une très grosse dose d'énergie, de toupet aussi, parce que j'en ai eu. Et puis je crois, qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire pour ses enfants, quoi. On est capable de tout pour ses enfants. Le temps passe. Sylvain Joanneau attend son procès, mutique. Mais comment en est-on arrivé là? Oui, c'était l'amour de ma vie. Sylvain Joanneau et Nathalie Barré se rencontrent en 2001. Elle est divorcée, elle a déjà 2 enfants. De cette nouvelle union, naît Matisse le 20 juin 2003. Rapidement, des conflits surviennent au sein du couple sur les méthodes éducatives. Il pouvait très bien lui donner énormément d'amour et être extrêmement strict avec lui. Mais le milieu, il ne connaissait pas. C'était toujours dans l'excès. Et c'est vrai qu'on s'est toujours... on n'arrivait pas à s'entendre là-dessus. Des divergences qui révèlent une fragilité psychologique du père. Dès qu'il y avait un conflit, quelque chose dont je lui parlais et dont je n'étais pas d'accord avec lui, il se renfermait. Il y avait une forme de pression psychologique constante. C'était la fin de la vie conjugale a été une forme d'enfer quand même pour elle, avec un homme qui faisait des crises qu'on appelle, les psychiatres appellent ça des crises hystériques, c'est-à-dire que lorsqu'ils se disputaient, il s'allongeait par terre, il ne bougeait plus. Elle a dû appeler les secours. Voilà, cette forme de manipulation sur sa souffrance ou le simple désaccord créait des choses dingues. Il a eu des périodes où il a été hospitalisé. Il a des fragilités psychologiques évidentes, avec des périodes dépressives importantes. Je pense qu'il n'a pas accepté et qu'il n'a pas voulu soigner, en fait. C'est surtout ça. Donc pour nous, ça devenait insupportable, ça devenait impossible à vivre. Donc j'ai pris la décision de partir. Pour lui, un contrat est un contrat, un mariage est un mariage. Si on rompt le contrat, on trahit. Une fois le divorce prononcé, non sans difficulté, Sylvain Joanneau peut garder son fils, la moitié des vacances scolaires et un week-end sur 2. Mais un dimanche soir... Quand il revenait chez son père, en général, ça allait, quoi. Je monte pour le coucher et puis là, il craque. Enfin, il pleure. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, j'ai pas passé un bon week-end chez papa. Il m'a assis sur une chaise pour copier des lignes toute la journée et tout le week-end. Ah là, c'était le choc, là. Je lui dis, mais t'es sûre, t'es restée toute la journée? Il me dit, oui, maman, je suis restée toute la journée sur la chaise. Je l'ai rassuré et je l'ai laissé retourner chez son père 15 jours après. Sauf que 15 jours après, ça a recommencé. Donc là, c'était plus possible du tout. Pas du tout. Sylvain Joanneau, il est d'un autre siècle.
quelque part, dans sa conception d'éducation, il dit Matisse avait été irrespectueux, donc je l'ai puni, il a fait des lignes. Il n'y a jamais eu de maltraitance physique, il n'a jamais touché Matisse, il ne l'a jamais frappé, il y a eu 7 punitions. Je ne me suis pas laissé faire. Je ne pouvais pas laisser Matisse assis sur une chaise pendant un week-end de temps entier. Pour moi, c'est de la maltraitance, voilà, ni plus ni moins que ça. Elle a d'elle-même cessé de présenter Matisse. Monsieur Joanneau a déposé X plaintes pour non-présentation d'enfants qui n'ont pas été traités. Et elle a obtenu qu'il ne revoie plus Matisse. Elle va vouloir réviser les droits de monsieur Joanneau. Et puis peut-être également pouvoir mesurer, dans le cadre de mesures d'investigation du juge aux affaires familiales, l'état psychologique de Joanneau. Le juge aux affaires familiales va réduire ses droits aussi. Hein. Petit à petit, finalement, il va en avoir de moins en moins des droits sur son fils. Ça ne fait que renforcer sa défiance vis-à-vis de la justice et sa colère. Une colère que Sylvain Joanneau justifie. Depuis sa cellule, il a accepté de correspondre avec nous. Nathalie a raconté n'importe quoi, mais les enquêteurs n'ont rien vu. Si elle dit que je suis bipolaire, ce mensonge se retrouve dans la circulaire de recherche, sans aucune vérification des enquêteurs sur cette information. Combien de données du même type auront désorienté les enquêteurs? Après une longue mise à l'épreuve, Sylvain Joanneau récupère son droit de visite et d'hébergement le 2 septembre 2011. C'est le week-end de l'enlèvement, en réalité. C'est-à-dire que ça faisait des semaines que Matisse n'avait pas vu son père, et à la fin de l'été, dernier week-end de l'été, il est censé passer le week-end avec son papa. Il savait qu'il allait chez son père, mais plus les jours passaient et plus il voyait la date arriver et plus il angoissait. Donc moi, évidemment, je le rassurais en lui disant « T'inquiète pas, je pense que ton papa, il a compris. Je pense que maintenant, ça va bien se passer. Oui, j'ai pas envie de... » Il me l'a dit en plus dans la cour de l'école. Il me l'a pas dit avant. Hein. Je veux pas aller chez papa. Il pleurait. Malgré tout, j'ai dû quand même lui donner parce que voilà. J'ai juste l'image de Matisse qui pleurait dans l'école, dans la cour de l'école. Voilà, c'est tout. C'est la dernière image que j'ai de lui, c'est ça. De son côté, Sylvain Joanneau explique son geste. C'est Matisse qui, en 2011, a exprimé son souhait de vivre avec moi. N'a-t-elle toujours pas compris que sa décision était une conséquence des mensonges qu'elle lui racontait sur moi? Elle avait dit à Matisse que j'étais malade. Quand je l'ai rassuré en lui disant que j'allais très bien, découvrant que Nathalie lui avait raconté n'importe quoi, il a manifesté aussitôt l'envie de vivre avec moi pour fuir les mensonges de sa mère. L'enquête permettra d'établir qu'une première tentative d'enlèvement a eu lieu 9 mois plus tôt. C'est la dernière compagne de Sylvain Joanneau qui l'avait convaincu de revenir à la raison et à la maison. Sans toutes ces informations, l'alerte enlèvement n'a pas été déclenchée. Quand je suis allée au commissariat, la personne qui m'a reçue ne connaissait pas mon histoire. Il aurait dû y avoir des traces au commissariat de ce qui s'est passé avec M. Joanneau et son fils. Et des difficultés que je rencontrais, moi, avec M. Joanneau. Et j'aurais eu l'alerte enlèvement. Et là, on aurait eu peut-être tous les flics de France à la recherche de Matisse. C'est ça. Ça m'a toujours... Je suis toujours très en colère contre ça. Matisse s'est évaporé. Aucune trace de vie. Après 3 ans et demi de détention préventive, Sylvain Joanneau comparaît devant la cour d'assises du Calvados pour enlèvement et séquestration de mineurs. Ce procès est sans doute une chance supplémentaire de le faire parler. La vérité. J'en entends que la vérité. Dès l'ouverture du procès, il y a une telle intensité dramatique, il y a une telle tension dans la salle d'audience, j'ai jamais vu ça. Il faut dire que la salle était hostile,
totalement. Il y avait un climat de haine. Est-ce que ça tient à sa personnalité? Est-ce que ça tient au fait qu'il veut, vis-à-vis de son ancienne épouse, se venger? Il y avait une file d'attente incroyable de public qui voulait assister à cette audience. J'ai jamais vu autant de journalistes, on était une trentaine accrédités. Ça fait 15 ans que je suis journaliste à Caen, j'ai jamais vu un procès pareil. 4 jours de procès pour lever peut-être le mystère sur la disparition de Mathis, ce petit garçon de Caen dont on est sans nouvelles depuis 2011. La maman espère beaucoup de cette audience, elle veut connaître la vérité, quelle qu'elle soit. Mais d'entrée de jeu, Sylvain Joinneau donne le ton. Où est-il? Je préfère ne pas vous le dire. La moindre explication compromettrait des personnes et je ne le souhaite pas. Levant même le poing pour se donner la force de résister. Il fait toutefois cette révélation. Mathis est aussi converti à l'islam. Je lui ai appris les premières prières. Mathis a changé de nom. Aujourd'hui, tout le monde recherche Mathis. Je m'appelle Sylvain, mais pour certains, mon prénom est Yacine. Rien, jamais rien ne va accréditer des positionnements de Joinneau. Rien, objectivement, factuellement, ne vient confirmer ce qu'il dit. Jamais. Mais le doute s'installe dans la salle lorsque la cour présente la retranscription d'une conversation sur messagerie électronique avec sa dernière compagne. C'est un enfant de la honte, de la haine, du mensonge. Il porte les gènes de sa mère. Je ne peux pas faire de miracle. Si ça tourne mal, je ne m'en sens pas responsable. J'ai fait le deuil. Monsieur Joinneau est un ignoble monstre. Et j'ai de sérieuses inquiétudes maintenant sur Mathis. Je sais plus, là, je suis perdu. Mais ce qui est certain, c'est que l'homicide n'est plus à rejeter, quoi. L'hypothèse de la mort de Mathis, relayée à la barre par des psychiatres, le fait sortir de ses gonds. Non, je n'ai pas tué Mathis. J'assume ce que j'ai fait, mais je ne veux pas assumer plus. Le problème, c'est qu'il n'a pas été jugé en réalité pour enlèvement et séquestration. Quand on voyait les jurés, quand on voyait l'ambiance dans la salle, il a été jugé comme s'il avait tué son fils. Le dernier jour du procès, la mère de l'accusé tente un ultime électrochoc. C'était très fort ce qu'a dit ma maman, de renier son propre fils, d'avoir eu honte de l'avoir mis au monde. C'est des choses qui devraient le toucher. Rien. Devant son attitude, on peut faire preuve, à mon avis, que de fermeté. Le verdict tombe. 20 ans de réclusion criminelle. Je peux dire maintenant que j'ai tourné la page avec monsieur Joinneau. C'est-à-dire que je ne consacrerai ma vie que pour retrouver mon petit garçon. Il y croyait pas. Il a pris un coup de massue sur la tête. C'est un procès qui a été, oui, j'emploie le terme de frustrant, mais c'est ça, parce que on n'a rien eu de plus que les 3 ans et demi d'information. Et on ne sait toujours pas ce qu'est devenu l'enfant. Oui, Mathis, ce procès n'aura servi finalement à Ah bah rien. oui, Mathis, ce procès n'aura servi à rien. C'est une évidence. Puisqu'on repart avec toutes nos questions, toutes nos hypothèses. Et Sylvain Joinneau ne fera pas appel. Depuis, Nathalie Barré a reçu 2 photos vieillies de Mathis, réalisées par une association américaine travaillant avec le FBI, dans l'espoir de relancer un appel à témoins. C'est ce qui me fait le plus mal, en fait, c'est ça. Plus que les années. C'est de le voir vraiment concrètement, avec un visage d'adolescent, maintenant plutôt côté adulte, parce qu'il a 18 ans, quoi. Donc, c'est ça vraiment qui me fait mal. Si un jour je le retrouve, on aura raté tellement de choses tous les deux que heureusement qu'il y a encore les enquêteurs, il y a encore... je veux pas que ça s'arrête, ça. Tant qu'on n'a pas retrouvé Mathis et qu'on n'a pas une réponse à des choses, on n'arrêtera pas l'enquête. En détention, Sylvain Joinneau nous a envoyé cette lettre en juillet 2016. Un courrier dans lequel il semble ironiser. Les mois qui ont suivi le procès étaient angoissants. Je craignais que Mathis se manifeste en réaction à ma condamnation. Si je supporte l'enfermement et notre séparation, c'est parce que je sais qu'il est entouré de personnes de confiance. Ma détention serait beaucoup plus dure si la justice l'obligeait à retourner avec Nathalie. Mère ou pas, je pense être le seul à pouvoir réellement témoigner de ses principes éducatifs et de leurs dangers. Elle avoue être permissive, c'est beaucoup plus que ça. Enfin, 1 an après le procès, cette angoisse est dissipée, d'autant plus que la justice a interrompu toute recherche active.
Je suis persuadé plus que jamais que mon silence reste la meilleure solution dans l'intérêt de Mathis et au regard du comportement de Nathalie et du fonctionnement de la justice. Il reste sur son schéma de pensée. Et son ex-épouse poursuit le combat en quête de vérité. Ah non, je renoncerai jamais. Non. Un seul homme détient la clé de cette énigme. Depuis sa cellule de Val-de-Reuil, Sylvain Joineau garde le silence. Les ponts sont coupés depuis 2 ans avec ses parents, son avocate. L'homme est isolé. Avec le jeu des remises de peine, il pourrait sortir en 2026. Mais en fera-t-il la demande ? Car il ne veut rien devoir à la justice qu'il a tant combattue. Si Mathis est vivant, il est majeur et peut tenter de se manifester. Mais auprès de qui ? Auprès d'une mère qu'il croit morte ? Auprès d'un père en prison ? Aujourd'hui, à 18 ans, il a vécu plus de temps sans ses parents qu'avec. Quel souvenir en aurait-il ? Au nom du fils, l'affaire Mathis Joineau reste l'un des plus grands mystères en Normandie.